municipales 2020, l'interview. Bonjour Jean-Paul Lecoq. Bonjour. Alors vous êtes député de la 8e circonscription de Seine-Maritime et vous conduisez la liste Un Havre citoyen dans les élections municipales havraises, dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. Tout d'abord, nous aimerions que vous abordiez votre parcours et notamment le moment clé qui a déclenché votre engagement politique. Longue histoire, mais mon parcours a commencé au Havre, où je suis né, où j'ai habité, rue des Saules, exactement, et ma nourrice est toujours vivante, tout au fond, là-bas, de la rue des Saules, pas loin de Schumann, où j'ai passé mon bac F3, et avant, j'avais passé mon CAP à Auguste Perret, et donc je suis un peu un enfant de ce coin-là. Avec la politique, elle a commencé à Auguste Perret, j'avais 14 ans quand je suis rentré pour passer mon CAP et j'avais un professeur de français qui est toujours en politique à l'échelle nationale. Il me semble qu'il a été directeur de campagne d'Eva Joly d'ailleurs à une époque. Et j'étais plutôt un peu plus rebelle que mon père qui était déjà communiste, donc il fallait que je sois encore plus à gauche que lui, comme tous les ados. Et il y avait des grandes réformes à l'époque, la réforme Fontanet, la réforme Abi, la réforme Debray. Et donc je conduisais déjà les mouvements de lutte des lycéens à Perret puis à Schumann où j'ai rencontré la famille Riguer, où j'ai rencontré et ensemble on a conduit des luttes et c'est là où je suis entré en politique à la jeunesse communiste révolutionnaire au départ et puis après à la jeunesse communiste et puis au Parti communiste. On va maintenant s'intéresser au programme défendu par Un Havre citoyen. Alors, à commencer par la culture qui n'était pas un sujet très présent dans les débats liés à cette campagne. Il s'est invité ce week-end suite à une tribune de plusieurs acteurs culturels parus dans Paris-Normandie. À Westrack, c'est un thème qui nous touche beaucoup. Quel programme culturel souhaite défendre Un Havre citoyen ? En fait, sur la culture, on a beaucoup travaillé avec l'équipe que j'emmène, l'ensemble du comité d'engagement et du comité citoyen, et puis les forces politiques qui sont autour. Et on s'est interdit, alors ça peut choquer, mais on s'est interdit d'amener des réponses toutes faites. On s'est interdit d'amener un catalogue. Parce qu'on pense que, puisque notre démarche est une démarche démocratique, ça fait partie de nos priorités, on pense que ça peut pas s'écrire par seulement une équipe politique, et même si elle est citoyenne, etc., on pense que ça doit s'écrire avec les acteurs culturels. Et donc, d'entrée, à peine arrivé aux affaires à la mairie du Havre, on engagera des états généraux de la culture pour rassembler tous les acteurs culturels et écrire avec eux l'avenir culturel du Havre. Alors on n'est pas vierge en matière culturelle. D'abord, moi j'ai été animateur culturel, donc déjà ça fait partie de ma fibre. Mais même si j'étais électricien avant, mais je pense que aujourd'hui ça doit s'écrire de manière un peu originale. Alors dans nos priorités, on a l'éducation, on a les enfants, on a les jeunes, et donc la culture va d'abord s'écrire pour eux. Le projet culturel, il va s'écrire pour eux. Ensuite, on a dans notre priorité tout un changement de système dans l'approche de la gestion municipale, le système démocratique, une nouvelle approche de la citoyenneté dans les quartiers, la question écologique, la question climatique qui est posée, et puis la question sociale qui peut être posée de manière nouvelle, et y compris la culture dans la question sociale, elle doit jouer un grand rôle. Et donc elle doit intervenir dans ces trois urgences que l'on a qualifiées ainsi et être totalement transversale. Alors on sait qu'il y a des grands équipements attendus, on sait qu'il y a la question d'un auditorium, on sait qu'il y a des festivals à soutenir, on sait, et puis qu'on apprécie d'ailleurs, on sait qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Le Havre a une vie culturelle dense, qu'elle soit municipale ou qu'elle soit associative ou qu'elle soit mixte, cette vie existe. Et donc il faut la soutenir. Il y a les questions de résidence d'artistes, il y a la question de l'histoire du Havre qu'il faut assumer. On a parlé récemment et on parlera au mois de mai de l'histoire négrière, et d'ailleurs il y avait débat sur les plaques de rue. Est-ce qu'il faut les supprimer, etc. Non, on a dit on mettra qui était qui. Et j'ai vu qu'il y avait une visite la semaine dernière qui avait été organisée justement par une association pour visiter exactement. Les rues du Havre. Et donc nous, on n'envisage pas les débaptiser, on envisage mettre qui étaient ces personnes de manière à ce que l'histoire s'affiche dans la ville et s'assume. Et puis il y a la question de l'histoire maritime qui doit aussi s'assumer. Il y a la question de l'accès à la culture qui doit se décliner, que ce soit pour les pratiques culturelles au niveau des jeunes et des adultes. Il y a des choses qui existent, il doit y en avoir plus. Il y a la question de l'accès au musée.
Au début, on avait dit ce serait bien de rendre gratuit les musées. Après, il faut chiffrer un programme municipal. Après, on s'est dit attention. Puis on a dit on va rendre gratuit les musées à tous ceux qui emmènent des enfants. C'est-à-dire toute personne qui accompagne un enfant ne paiera pas le musée. Parce qu'on considère que d'abord ça obligera peut-être à emmener les enfants au musée, ce sera peut-être une caution, et puis ça obligera la transmission, ça obligera les adultes à visiter un musée avec les enfants et à transmettre des clés de lecture et aussi des sensations, et ça nous paraît très important. En fait, la culture, c'est ce qui forge l'individu, c'est ce qui forge la personne, et on veut rendre notre jeunesse gourmande de culture. On veut la rendre curieuse. On veut vraiment que, arrivé à 15-16 ans, tous les jeunes soient en manque d'actes culturels, de musique, de théâtre, de danse, d'art plastique, qu'ils aient envie d'en voir dans la ville, qu'ils aient envie de... Enfin voilà, on a envie qu'ils soient en découverte de nouveaux créateurs, qu'ils s'intéressent à des résidences d'artistes, qu'ils deviennent eux-mêmes, s'ils en ont le talent artiste, qu'ils soient accompagnés, pas accompagnés au sens d'assistanat, parce qu'on pense que les artistes n'ont pas besoin de ça. Par contre, les artistes, ils ont besoin qu'on fasse découvrir leurs œuvres, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes, qu'on les laisse pas isolés, et que la ville crée ce terreau culturel. Et puis parfois ils ont besoin de vivre, de manger, et donc il faut savoir aussi peut-être acheter une œuvre d'art, peut-être programmer les artistes dans l'univers culturel de la ville, et tout ça on veut le faire aussi en symbiose avec notre agglomération, même si c'est pas une compétence d'agglo, de communauté urbaine, la culture. Moi, je suis attaché à ce que ça reste une compétence communale, parce que c'est bien que ça se développe dans chaque commune, dans chaque village. Il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont attachés à ça dans les villages, à la vie culturelle. Et puis en même temps, c'est bien aussi que des moyens soient mis à disposition pour que des grandes et belles choses à l'échelle de notre communauté urbaine puissent s'écrire. La communauté urbaine soutient des festivals, Westpark, soutient, le festival du Grain des Moudres, enfin une multitude de festivals comme ça. Eh bien, comment elle soutient aussi dans chaque commune la culture, mais pas à la place des communes, mais en permettant aux communes d'avoir aussi un développement culturel et d'accueillir, pourquoi pas, des résidences d'artistes dans des villages, dans des communes, pour que les choses se fassent comme ça. Tout n'est pas obligé de se faire dans la ville-centre. On va parler environnement maintenant, puisque là c'est une problématique qui, elle, est vraiment au cœur de cette campagne. Quelles sont les mesures portées par la liste Un Havre Citoyen sur la question de l'environnement? Alors je pense que ça va nous permettre de parler transport, décharge de Dolmar, j'ouvre des grands sujets. Mais c'est bien, c'est vrai que d'abord l'environnement, il y a la question climatique qui est posée. Il faut pas la nier, il faut vraiment l'assumer et la regarder en face. La question climatique, elle pose des questions. Nous, on veut le faire comme ça. D'autres disent, elle impose des choses. Nous, on dit non, ça pose des questions. Et donc, ça oblige à réfléchir. Ça oblige à construire des alternatives. Ça oblige à peut-être changer notre mode de vie. Ça oblige à faire tout ça. Mais ce sont les citoyens qui doivent le décider. Aucune qui viendrait de on ne sait où, le climat impose. Et donc, au nom du climat, par exemple, au nom du climat et au nom de la COP21, on a fermé la cimenterie Lafarge. On trouve ça complètement débile, parce que si aujourd'hui on voulait faire une cimenterie écologique, parce qu'il y a besoin de ciment encore, on ferait une carrière, on ferait un tapis roulant, on ferait un four, et puis on ferait un broyeur aussitôt, le tout concentré au même endroit, pour dire comme ça il n'y a pas de transport, il n'y a pas tout ça. Nous on avait ça, et ça a été fermé, et puis maintenant on fait venir la pierre chauffée au Portugal, en Grèce, au Maroc, on fait venir tout ça en bateau, on décharge à Honfleur, on met ça sur des camions, on amène au broyeur, pour ensuite emmener le ciment à Paris pour faire Éole et pour faire tous les travaux nécessaires à Paris. Absurde de faire ça. Et on l'a fait au nom de la COP21, au nom du projet écologiste. Alors donc on dit non, le climat pose des questions, on va les regarder en face, on va travailler avec des ingénieurs, avec l'université, avec des chercheurs, et on va amener des réponses avec les entreprises et dans la mutation écologique. Moi, la première fois que j'étais député, j'avais fait une proposition de loi avec Martine Billard, du parti de gauche. À l'époque, elle était au parti écologique. Et ensemble, on avait écrit une proposition de loi qui était la planification écologique de l'économie. Il faut peut-être à un moment donné se poser et puis planifier les choses de manière intelligente dans la durée. Et le Havre, un port, une raffinerie, des usines chimiques, etc. Enfin, s'il y a un endroit où on a intérêt de se poser, de planifier et puis de regarder comment évolue notre économie et comment on l'accompagne et comment on la fait évoluer, c'est bien ici, au niveau national. Il y a la question de Dolmar.
et de la décharge. Nous, on est pour... et puis, il n'y a pas que Dolmar, il y a d'autres décharges dans le territoire de la Pointe de Caux. Moi, j'y tiens parce qu'il y a la décharge américaine, on appelait ça comme ça, après les camps américains de la Deuxième Guerre mondiale, qui est dans la valeuse de la Pissotière à Madame, qui pose aussi questions et qui suinte aussi de l'arsenic et tout. Et donc, il y a quand même des vraies questions posées autour de ces décharges. Nous, on pense qu'il faut nettoyer. La France est un pays riche, il va falloir assumer le fait de nettoyer le pays. Et donc, nous, dans l'agglo, de nettoyer l'agglo, mais de retirer. C'est-à-dire que moi, je suis pas de ceux qui disent, même s'il faudra protéger immédiatement pour éviter que ça se déverse encore, donc d'urgence. Mais je suis pas de ceux qui disent il faut mettre un sarcophage. J'entendais Édouard Philippe l'autre jour au débat nous expliquer qu'il fallait mettre qu'en fait la décharge tenait la falaise. Enfin c'est sûr, elle tient la falaise. Mais si elle y est pas, c'est pas grave, la falaise elle tiendra aussi. Il y a pas de problème là-dessus. Puis après c'est la nature qui agira. Mais il faudra tout nettoyer et donc ça prendra des années, peut-être des dizaines d'années, mais il faudra le faire. Ce sera de l'économie, ce sera de l'emploi, il faudra payer. Les impôts nationaux, ça sert à ça. À un moment donné, Édouard Philippe a exonéré CICE, etc. Il exonère les grandes entreprises qui font plein de profits. Nous, on pense que la logique maintenant, c'est de dire à ces grandes entreprises qui font du profit et qui quelque part ont sali la planète, à vous de maintenant de cotiser pour qu'on nettoie et qu'on donne à la génération à venir les moyens. Et puis il y a toute la ville plus verte, la ville plus ouverte aux habitants. La culture maraîchère, le fait de nourrir correctement les gamins dans les écoles, la trame verte partout. Enfin voilà, il y a tous ces sujets-là en matière d'environnement. Et la protection de l'eau, au Havre, c'est une question importante. On a beaucoup de chance encore, parce que les investissements des municipalités, je remonte à 40 ans, à 50 ans, ont fait que, les gros investissements aussi ont été faits en temps pour que la ville du Havre, les habitants du Havre aient de l'eau de qualité au robinet. Il faudra continuer à veiller à ça. Et puis je le mets dans l'écologie, mais ça pourrait se mettre dans le social, comme ça pourrait se mettre dans l'économie, la question du transport gratuit. Oui, j'allais en parler justement, puisque vous êtes les seuls finalement à défendre la question du transport gratuit dans l'agglomération du Havre en tout cas. Et on défend après avoir étudié, c'est-à-dire que vous avez parlé des Castelroussins face au HAC, à Châteauroux, le transport est gratuit. Et c'était là-bas d'ailleurs où l'année dernière, en 2019, il y avait la rencontre nationale et internationale des transports gratuits. On a pu rencontrer des différents acteurs en France et à l'étranger, et dans des grandes capitales, et un pays complet, le Luxembourg, qui a décidé de faire le transport gratuit, totalement, le train, le bus, etc. Et on pense que c'est l'avenir. C'est-à-dire que si on veut ramener les citoyens un peu à égalité entre ceux qui vivent en centre-ville et ceux qui vivent dans la périphérie et ceux qui vivent dans les villages périphériques, si on veut qu'il y ait une égalité dans l'accès à la ville, transport gratuit est indispensable. Je prends un exemple seulement. J'étais dans une école à Cocrioville, puisque c'est l'école Jean de Grouchy, qui a gagné, qui est cette année l'école du Parlement des enfants, et qui fait une proposition de loi extraordinaire, d'ailleurs, si on a le temps, on en parlera. Et cette école n'a le droit qu'à 2 voyages gratuits par an, par classe. D'accord. Et donc on dit si les gamins veulent aller au musée, s'ils veulent aller voir la mer, s'ils veulent aller voir une exposition, s'ils veulent aller voir un concert, 2 par classe par an. La première mesure qu'on prendra quand on arrivera aux affaires, c'est de dire immédiatement, pour les classes des écoles maternelles et primaires, c'est gratuit, immédiatement. Et ce sera gratuit le week-end, dans les mois qui vont suivre. Et après, on se donnera 2 années avec des chercheurs, avec des universitaires, pour construire la gratuité du transport. Ça se décrète pas comme ça se construit. Que ce soit à Dunkerque, que ce soit à Calais, que ce soit à Châteauroux, ça se construit et donc on prendra le temps de le faire. Ce sera bon socialement parce que ça va remettre un peu de finances dans la poche des familles qui utilisent le transport en commun. Ce sera bon écologiquement, même si on sait que c'est pas la première chose qui va réduire de moitié les voitures en ville, etc. Mais ce sera bon à terme, parce que les enfants et les jeunes qui apprennent à prendre le bus très jeunes, de manière normale, gratuite, etc., avec leur vélo, c'est-à-dire complémentaire aux autres transports, quand ils deviennent adultes, ils n'ont pas de raison d'abandonner ce transport s'il est efficace, s'il leur permet d'aller bosser s'il leur permet de vivre, tout simplement, d'aller au spectacle, de rentrer du spectacle, souvent le cas, qui pose problème d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est pour nous un marqueur qui couvre justement cet aspect global de nos urgences. Oui, j'allais dire, ça nécessite aussi de revoir le réseau, d'adapter les horaires. Exactement. Et en fait, je vois pas mal de polémiques surgir sur cette question de gratuité des transports, parce que la question qui se pose, c'est comment on finance la gratuité des transports, et plutôt actuellement le prix du billet, combien ça représente en tout cas au niveau du financement de la régie des transports. Je crois que c'est un faible pourcentage en fait la participation citoyenne, enfin en
tout cas En fait, le transport, il est quasiment à moitié financé par ce qu'on appelle le versement transport, qui est un impôt payé par les entreprises. Un impôt national qui est pris avec l'URSSAF, quoi. Enfin, c'est l'URSSAF qui reverse à la communauté. Et donc déjà la moitié est payée, mais on va prendre une base de 100 millions, quoi. On n'est pas très loin d'ailleurs. 100 millions, il y en a la moitié. Il y en a une partie payée par l'impôt, déjà, par la communauté urbaine, pris en charge. Et il reste 15%. D'accord. Entre 13 et 16 millions, quoi, à trouver. Sachant que dans ces 16 millions, il y a des cartes mensuelles qui sont payées à moitié par certaines entreprises. C'est-à-dire que l'usager, donc c'est payé, donc ça rentre dans les tickets, mais en fait, c'est pas l'usager lui-même qui paye. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont un boulot, qui peuvent avoir une prise en charge par leur entreprise, etc., tout cela, ils ont un transport très, très peu coûteux. Et tous les autres qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas cette chance d'avoir... Eux, ils ont le prix du billet à 1,80 € s'ils le prennent un par un. Et puis une carte annuelle, je crois qu'elle est à 400 et quelques euros, si ma mémoire est bonne, enfin entre 350 et 400. Et donc on se dit, voilà, tout ça, ça peut redonner de l'activité. Alors, on pense qu'il restera 6 ou 7 millions. Une fois qu'on aura fait le décompte, et c'est pour ça qu'il nous faut 2 années pour faire ce travail. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? À Dunkerque, quand ils ont fait la gratuité des transports, ils avaient prévu construire une énorme salle de spectacle. Pourtant, ils ont que salle. Hein. Enfin, moi, je suis allé une fois au carnaval. Et donc, ils ont des locaux déjà bien, mais ils avaient imaginé une très grande salle pour le Nord-Pas-de-Calais, au bord de la mer, là-bas. Et ils ont abandonné ce projet. Ils ont dit, voilà, on fait la gratuité des transports. Et il va même financer, puisqu'il va faire moins de parking en centre-ville, puisqu'il va aller faire plus en périphérie et tout ça, donc il va même financer la gratuité du transport par la vente des terrains de centre-ville qui ont beaucoup de valeur et qui appartiennent à la ville. Et donc il envisage de faire ça. D'autres, par exemple à Châteauroux, la chambre de commerce a considéré que c'était très bien. Et le meilleur défenseur que j'ai vu du transport gratuit, c'était le président de la chambre de commerce de Châteauroux, qui est un chef d'entreprise, et qui dit, mais si vous voulez développer une entreprise, une ville qui fait le transport gratuit, c'est un terreau extraordinaire pour développer l'économie. Ah bah ça fait plaisir quand vous entendez les patrons dire ça. Et pourtant ils payent l'impôt, ils payent le versement de transport. Mais il a compris que c'était utile de le faire comme ça. Et puis il y a la question du tram qui est posée, la 3e ligne coûteuse, 240 millions, etc. Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle est utile telle qu'elle est prévue? Est-ce qu'elle doit être reconsidérée, retravaillée avec les gens, etc. Quels sont les besoins? Quels sont les besoins? L'espace, l'urgence démocratique que nous on veut développer, c'est de construire avec les gens. Là, on nous a sorti ça du chapeau comme un cadeau pour les élections et tout. Faut arrêter de faire de la politique comme ça. À un moment donné, les citoyens, ils ont le droit d'être respectés. Les commerçants de Graville, ils ont le droit d'être respectés. Ils ont le droit de donner leur avis, etc. Et donc, on va poser cette question. Mais si jamais on le fait pas, l'investissement, c'est 240 millions. Ça veut dire que c'est presque plus de 20 ans de gratuité des transports. Et vous voyez, il y a les moyens de le faire. Si on veut, ce sont des choix politiques. Nous, on assume ce choix-là. On pense que l'agglo a les moyens de faire ça. On va parler développement économique et emploi maintenant. Le Havre est une ville avec un important tissu industrialo-portuaire qui va devoir faire face à des mutations, notamment la baisse des énergies carbonées. Il y a des craintes sur le transport maritime avec le canal Seine-Nord-Europe qui permettrait le transport des marchandises directement depuis les ports d'Anvers et de Rotterdam vers la région parisienne. Le commerce de proximité ne se porte pas très bien, comme on peut le constater en traversant les rues Coty et Joffre, et le taux de chômage au Havre atteint 10,1 points, soit 2 points de plus que la moyenne nationale. Voilà pour le petit préambule. Comment vous voyez-vous le développement économique de Le Havre 2020, 2026 et 2040, si on va bien au-delà, et surtout le développement de l'emploi? Nous, dans notre première bataille, et ça date pas d'hier, c'est de dire tous les emplois qui peuvent être préservés, il faut les préserver, et puis il faut se battre pour, parce que je parlais de Lafarge, je pourrais parler de la centrale thermique. On avait imaginé, même avec Édouard Philippe, de dire s'il y a un concept écologique qui peut transformer, qui peut faire qu'on n'utilise plus le charbon, mais qu'on brûle autre chose, de la biomasse, etc. Peut-être on pourrait défendre un concept, et on disait peut-être, on n'a pas dit, on affirme. Peut-être on peut tester quelque chose et défendre un concept de mutation des centrales thermiques. Et le Havre aurait pu être la base de cet espace de recherche. Bon, le maire du Havre était d'accord avec moi là-dessus, et quand il est devenu Premier ministre, il a signé la fermeture de la centrale. Le maire du Havre sur le canal Seine-Nord, puisque vous avez abordé la question, était d'accord avec la communauté havraise, la communauté portuaire et la communauté économique pour dire ce serait une absurdité
de faire ce canal Seine-Nord. Le Havre est pas armé comme il faut, les investissements ont tardé et ce serait vraiment une absurdité de le construire. Et puis une autre absurdité, et si on discute avec les associations du Nord-Pas-de-Calais, les associations écologiques, ils disent c'est une absurdité écologique aussi de faire ce canal Seine-Nord. Le maire du Havre était à l'époque d'accord et on se battait ensemble pour dire il y a une autre alternative, il y a l'alternative de l'axe Seine, etc. pour transporter les marchandises à Paris. Le Premier ministre, le même, devenu Premier ministre, signe pour le Nord-Pas-de-Calais et la région des Hauts-de-France le canal Seine-Nord pour, soi-disant, le développement économique de la région. Mais c'est une absurdité économique, écologique et voilà, il faut combattre ça. Il y avait la question de Renault avec, c'était Antoine Rufenac à l'époque, on s'est battu pour garder l'usine Renault. Aujourd'hui, on voit bien les trafics. Dans l'actualité, il y a la question posée de l'usine. Il y a la question posée d'ailleurs de la baisse du nombre de salariés chez Renault. On a fait muter l'usine. Il faut avoir toujours, comme le lait sur le feu, il faut toujours surveiller notre monde économique et voir quand il commence à tousser. Il faut que la force publique, la mairie, etc., s'y intéresse immédiatement et ne laisse pas faire, comme c'est trop le cas en ce moment. Le monde économique est autonome, c'est le libéralisme, il fait ce qu'il veut. On est éventuellement, s'il demande des subs, on lui donne de l'argent et tout. Non, c'est pas du tout notre vision des choses. Nous, on veut que le terreau soit propice. Moi, j'ai toujours combattu les subventions aux entreprises et en même temps, quand il y a eu la question des usines d'éoliennes que j'ai toujours porté avec au début Antoine Rufenac, après Édouard Philippe, etc. Collectivement, on a fait ce portage-là. Et ben moi je défendais l'idée qu'il fallait pas leur donner de subventions et je défends toujours et j'espère qu'on leur donnera pas. En tout cas il y en a pas eu pour l'instant. Mais par contre il fallait investir. Il fallait faire en sorte qu'il y ait des bus qui aillent et des transports en commun qui aillent desservir ces usines-là. Il fallait faire en sorte que les quais pour les éoliennes soient de beau niveau et qu'on investisse là-dedans. Ça reste louable le quai, même si l'usine un jour s'en va. Le quai il reste là et j'ai dit moi je veux bien qu'on investisse là-dedans. Je veux bien que la communauté mette de l'argent là-dedans. Et que la ville mette de l'argent là-dedans. Mais pas des subventions qui vont directement dans les poches des actionnaires. C'est-à-dire que moi, je soutiendrai jamais l'économie comme ça. Et puis, il y a toute l'économie qui va s'inventer, qui va exister. Il va falloir imaginer les choses. Moi, je discutais avec une entreprise qui vient s'installer au Havre, qui va refaire du transport de marchandises entre l'Amérique latine et le Havre avec des voiliers. Il y a aussi des entreprises et des chercheurs qui travaillent à mettre sur les cargos des nouveaux types de propulsion, y compris à la manière des kitesurf. Et donc il y a plein de gens qui cherchent à faire évoluer l'économie pour répondre aux questions posées par le climat. Eh ben, ils m'intéressent, tous ces gens-là. Et je veux que le Havre soit leur terre d'accueil. Je veux que notre ville ouvre et que notre université, c'est pour ça qu'on s'est battu pour pas qu'elle soit dans une fusion, disparition, ou en tout cas négation de l'université du Havre. Non. Elle a toute sa place en Normandie. Elle doit pas se fondre dans Caen et Rouen où il y aurait plus que deux. Non, le Havre peut assumer, et son université avec force, ces questions d'avenir et beaucoup de choses s'écriront au Havre. Dernière question, puisqu'on arrive bientôt. Et puis à le commerce oui, le commerce de proximité. Le commerce, nous, on veut positionner. Moi, je me suis installé avec l'équipe rue Maréchal Joffre, donc on le voit au quotidien. On voit aussi que ça mute et on voit aussi que d'autres commerces commencent à ouvrir. Tous les acteurs commerciaux maintenant n'ont pas les capacités d'investir, et donc la ville portera une partie des commerces pour faciliter la réinstallation de personnes, etc. Temporairement, le temps qu'il y aura un soutien vraiment pour l'activité commerciale, à la fois en centre, dans cette rue, et avenue René-Coty et rue Maréchal Joffre, et dans les quartiers. La question se posait à Senvic, la question se posait à Rouel, dans tous les quartiers. À Cocrioville, hier soir encore, dimanche, à Cocrioville, la question il y a des gens qui veulent porter des commerces dans ces quartiers-là. J'ai rencontré la pizzeria là-bas, des gens prêts à investir. Eh ben, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les soutienne. Donc si je traduis, enfin, en tout cas si je vous demande de traduire, ça peut être par exemple pour une prise en charge des premiers loyers ou des choses... Ouais, ça peut être même l'acquisition pas de fonds de commerce, mais de murs. D'accord. Mettre à disposition de gens qui auraient des idées, et même des idées éphémères. Même des résidences d'artistes, enfin voilà, on peut imaginer. Parce que la dynamique commerciale, c'est une dynamique. C'est-à-dire, si vous avez des raisons d'aller dans un quartier, eh ben, le commerce qui s'y sera installé verra du monde et verra des clients. Donc, il faut qu'on gagne ça. Puis, il faut qu'on arrête l'idée des ouvertures des grands hypermarchés le dimanche, etc. Enfin, ça tue aussi le commerce de centre-ville. Donc, il va falloir qu'on ait une réflexion, mais toujours dans notre démarche démocratique, qu'on ait une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés et qu'on aborde une nouvelle alternative. Dernière question, 6 ans, c'est un temps long en politique. Si la liste Un Havre citoyen est élue le 22 mars prochain, quel grand projet aimeriez-vous lancer durant cette mandature ?
Déjà, hein, les transports gratuits, si on arrive à le faire, ce sera un beau projet. Si on arrive à améliorer l'offre de santé aux habitants du Havre, ce sera aussi un beau projet. On envisage de salarier des médecins au niveau municipal. Moi, j'étais allé à la fac de médecine, discuter avec des médecins et essayer de comprendre pourquoi il y avait une grande partie de gens diplômés, médecins, qui sortent de la fac, qui font pas médecin. Et qui font pas médecin parce qu'ils veulent soigner, mais ils veulent pas forcément gérer, et souvent des femmes, gérer de l'immobilier, gérer du personnel, et puis ils veulent pas forcément être esclaves de leur métier, ils veulent être médecins, mais pas ils ont envie de vivre, quoi, une vie de femme, une vie de maman, une vie sportive, culturelle, etc. Et donc ils veulent pas. Et on leur a proposé, on leur a dit, mais si on vous ouvre des espaces et qu'on vous salarie, comme les médecins de l'hôpital, si on vous salarie comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Et là, on a eu une autre approche de ces médecins diplômés qui disent, ouais, ça nous intéresse parce que ça peut permettre de faire de la médecine en ayant une vie à côté. Et donc, on va redémarcher ces élèves et on va proposer de salarier, de le faire au Havre, puisque moi je suis candidat au Havre avec un Havre citoyen, avec cette liste ultra citoyenne. Enfin, c'est assez extraordinaire la composition de cette liste. Et puis le faire, si l'agglo est intéressé, de faire des équipes mobiles pour aussi offrir une offre médicale dans les villes et villages de l'agglo. Merci Jean-Paul Lecoq. Merci à vous.